bien Thierry, je propose que nous commencions. Merci Guy. Alors bienvenue à tous dans ce webinaire concernant la qualité de données et les enjeux sur la relation client. Alors c'est un sujet bien sûr dont on a déjà parlé, dont on reparlera encore et on va le voir au travers de ce webinaire. On a une alerte popping qui me demande... Non mais personne ne la voit Thierry. Personne ne la voit, voilà. Moi je ne la vois pas en tout cas. Alors, au sommaire de ce webinaire, donc une introduction sur la transformation digitale qui nous touche tous aujourd'hui, de plus ou moins près selon les entreprises, mais qui va continuer de s'accélérer. Bien sûr, on va détailler ces 7 enjeux clés pour la relation client. On verra quels sont les moyens à mettre en œuvre pour, bien sûr, bien gérer son information client. On analysera quelques résultats et retours sur investissement pour conclure au bout d'une 35-45 minutes sur une session de questions-réponses. Alors, relation client, connaissance, data. Nous sommes dans un monde en transformation perpétuelle, mais là il y a une réelle évolution ces dernières années, puisque de plus en plus les gens sont connectés, de plus en plus on collecte de la data, et pour avoir cette connaissance, d'ailleurs Guy, on est dans cette distinction entre connaissance et data. Tu peux nous faire la précision s'il te plaît? Entre data et information, c'est vrai. Entre data et information et, voilà, et connaissance derrière. On va considérer que la data c'est une donnée brute, une donnée atomique, une donnée unitaire, par exemple un nom, un prénom, un numéro de téléphone, fixe ou mobile, peu importe. Et l'information, ça va être le sens qui est issu de l'analyse de ces datas et l'agrégation qu'on est capable d'en faire, par exemple de façon à aboutir à une notion de consommation, de signalétique. Merci Guy. Alors on se rend compte en interrogeant les entreprises, notamment on a pu constater sur dsi.com une étude MC sur le premier semestre 2015, une étude mondiale, que les enjeux de la transformation digitale passent par 5 étapes clés qu'on va évoquer maintenant. La première étant bien sûr d'anticiper et donc d'être dans ce qu'on appelle aujourd'hui un marketing prédictif, un marketing de l'anticipation, parce qu'il ne suffit plus de satisfaire les besoins du consommateur, il faut pouvoir les anticiper et les valider. Alors en fait, selon l'étude que tu citais précédemment, il s'avère que seuls 12% des dirigeants sont capables de prédire de nouvelles opportunités sur le marché. Il y a encore beaucoup de travail à réaliser. Donc on est dans cette, encore aujourd'hui, vulgarisation, dans cette sensibilisation des entreprises au fait de réaliser cette transformation digitale afin de collecter toujours plus de data pour mieux la gérer. Le deuxième point important, c'est celui de démontrer sa transparence et sa fiabilité, sa transparence vis-à-vis du consommateur. L'année du marketing publicitaire des années 50 est terminée, même des années 60, on est vraiment dans un échange qui est beaucoup plus gagnant-gagnant. Et c'est malgré tout ça, seuls 14% des dirigeants annoncent en capacité de démontrer la transparence et la fiabilité. Autre point important, c'est innover en permanence. Et la culture digitale aujourd'hui nous pousse à cette évolution permanente pour toujours sortir de nouveaux produits, de nouveaux services et devenir plus agile, c'est-à-dire réagir plus rapidement face à cette anticipation des besoins et des demandes. Alors si tout le monde est convaincu du bien fondé de tes propos, Thierry, seuls 9% des dirigeants affirment être en capacité de le faire aujourd'hui. Alors c'est pas uniquement mes propos, hein, Guy, c'est une étude mondiale qui met en évidence effectivement ces étapes clés. L'autre... Pour moi, tes propos sont quasi bibliques. Je te remercie. Offrir une expérience client unique et personnalisée, donc dans ce parcours qu'on va détailler tout à l'heure, enfin qu'on va revoir tout du moins tout à l'heure, donc une expérience client unique et personnalisée. Ça s'améliore par rapport aux 9% précédents, mais on est encore qu'à 11%. Voilà. Et puis, autre axe incontournable aujourd'hui de la révolution digitale, c'est d'agir en temps réel. On est de plus en plus connecté, donc on demande des réponses les plus rapides qui soient. C'est vrai également, mais 12% des dirigeants affirment être en mesure de le faire. Alors, tout cela nous conduit à une abondance de données, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces données? Comment est-ce qu'on les utilise? Comment est-ce qu'on en tire de la valeur? Et lorsqu'on suit toujours cette étude, eh bien 49% des entreprises ne savent pas comment, donc une entreprise sur deux ne sait pas comment tirer parti
de l'abondance de ces data, donc c'est quand même un petit peu l'objet de ce webinaire. 70% des entreprises soutiennent pouvoir tirer parti des données, mais seulement 30% affirment être capables de les utiliser, notamment en temps réel. Et puis, 24% se considèrent comme très efficaces pour les transformer en informations utiles, puisque tu l'as fait tout à l'heure, la précision est importante entre je collecte de la data et je transforme tout ça en information. Alors, quels sont ces enjeux clés? Et le premier, c'est celui d'une meilleure connaissance client. Pourquoi? Parce que dans un parcours multicanal, dans un parcours où on est à la fois sur le mobile, à la fois sur Internet au travers de différents médias, à la fois en magasin, à la fois encore par courrier, on n'a pas forcément cette vision unique du consommateur, donc cette vision 360, la multiplication des flux d'informations n'est pas simple à agréger, et il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut insister. Oui, le premier d'entre eux est une identification des prospects à fort potentiel. Donc il y a des canaux à privilégier en fait pour offrir des offres qui sont susceptibles de correspondre à ces différents canaux, parce que les audiences sur les différents canaux ne sont pas forcément les mêmes. Et on peut avoir des gens qui sont multicanales, mais certains préfèrent d'autres canaux, privilégient d'autres canaux, et donc on va utiliser ces offres selon les différents types de canaux, selon également la hiérarchie du potentiel en fait des différents consommateurs. C'est tout l'enjeu effectivement de savoir est-ce qu'il y a un potentiel, mais quel est ce potentiel selon quel média, parce qu'on va adapter les offres aux médias. Le troisième point, et ça c'est important, c'est celui d'anticiper les moments clés. Ça c'est quelque chose qui revient de plus en plus, parce que à partir du moment où je suis à même d'interagir en temps réel, je vais pouvoir le faire de façon beaucoup plus chirurgicale, mais aussi de façon beaucoup plus répétée, mais précise. C'est-à-dire que j'agis ponctuellement, mais à des moments clés de la vie de mon consommateur. Et puis, je vais pouvoir identifier les offres à chaque fois. Le son grésille chez moi. C'est Guy qui est un peu loin du micro, qui doit parler plus fort. Je vais parler plus fort. Voilà, merci de vous remonter. Alors j'en profite pour vous dire que le chat permet également de consigner vos questions auxquelles on répondra en fin de session. Merci Éléonore. Alors, donc sur cette connaissance client, donc si on devait retenir 4 points, Guy, c'est le potentiel, quel est le potentiel de mon client, c'est le temps réel, c'est les moments de vie et c'est le ciblage des offres en fonction à la fois bien évidemment de son audience, mais aussi en fonction de son canal. Est-ce que vous nous entendez mieux là au niveau du son? Un retour par le chat. J'ai pas l'onglet Éléonore. Moi c'est parfait. Thierry, ok. Thierry, ok. Bon, Thierry parle plus que Guy aussi, peut-être que. Vas-y, enchaîne. Alors, deuxième sujet, Guy, deuxième enjeu clé. Alors Thierry, est-ce que cette meilleure performance commerciale, peut-on attendre une amélioration de la performance commerciale sur les 3 sujets, la conquête, la fidélisation et la rétention? Alors oui, conquête, fidélisation, rétention, déjà on va distinguer, est-ce que certaines entreprises ont plus besoin de conquête, voire de fidélisation, voire de rétention? Il est évident que des startups n'ont pas forcément besoin dans un premier temps de rétention, puisqu'elles sont essentiellement dans une phase de démarrage où on est sur de la conquête. Mais dans la plupart des entreprises, on va avoir des segments de clientèle, des typologies de clientèle, des populations, des audiences précises sur lesquelles il faudra mieux se concentrer sur la conquête, d'autres sur la fidélisation, d'autres sur la rétention. Et le fait d'avoir cette masse d'informations nous permettra de choisir quelle cible, quelle offre, comme je viens de l'évoquer. Et on peut remarquer que sur cette étude mondiale, seuls 14% des entreprises estiment pouvoir gérer cette masse d'informations correctement pour pouvoir optimiser ses stratégies commerciales. Troisième point, c'est celui de la qualité de service, notamment dans le temps réel. Et là, on a des exemples, je dirais, abondants sur le fait, et en particulier lorsqu'on est dans le domaine B2B, notamment pour ce qui est de la qualité de service, typiquement sur les services après-vente ou la hotline.
Donc Amavis, en tant qu'éditeur de logiciels, est particulièrement sensible à cet aspect. Et le fait que les personnes travaillant au support disposent de l'intégralité des données du client facilite grandement la qualité de leurs réponses et la qualité de leurs interventions. Alors c'est vrai que cette qualité de service, bien sûr, on va la trouver dans le secteur de l'e-commerce avec la délivrabilité du produit qu'on va livrer en temps et heure, la délivrabilité bien sûr des services. C'est un enjeu également économique sur la commande, parce que si dans son site web le tunnel de commande n'est pas optimisé, on va perdre des prospects en cours de commande. C'est aussi la cohérence des échanges entre entre l'annonceur et ses fournisseurs pour notamment cet acheminement et cette logistique dans le secteur du e-commerce. Donc voilà un certain nombre de qualités de service qui peuvent être optimisées, notamment dans cet aspect temps réel. Le quatrième point, il découle un petit peu des précédents, c'est celui de la meilleure satisfaction du client. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, un client satisfait va être un ambassadeur de la marque. Une meilleure pertinence des réponses tout au long des différents échanges avec les différents services de l'entreprise est essentielle, parce que si le SAV n'est pas optimisé par rapport à la performance commerciale d'un site web, par exemple, très vite aujourd'hui, les consommateurs ont le moyen de le faire savoir et de devenir des mauvais ambassadeurs de la marque, bien évidemment. A contrario, si le SAV est à la hauteur du service commercial, ça peut aller dans les deux sens, Guy, bien sûr. Un client reconnu est un client reconnaissant, si c'est ce que tu voulais faire dire. Voilà. Donc cette satisfaction client découle de cette bonne collecte de l'information et de cette qualité de l'information client qu'on va avoir collectée, analysée et traitée. Autre aspect intéressant, c'est celui de la productivité interne qui rejoint l'agilité, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai des outils qui sont cohérents avec ce que je donne en termes d'information à mes consommateurs, je pense notamment à la SNCF qui, auprès de ses agents d'escale, a remplacé les anciens terminaux, ces terminaux c'est un petit peu gros, un petit peu lourd, qui n'offraient pas les mêmes informations et la même souplesse que ce que aujourd'hui un consommateur, un usager peut avoir sur son smartphone. Et donc ces terminaux ont été remplacés par des smartphones d'ailleurs, pour que le niveau d'information soit équivalent entre le client, et ce qui a permis bien sûr de faciliter les échanges et la rapidité d'échange entre l'agent d'escale et le consommateur. Donc les outils deviennent plus performants, plus intuitifs, donc l'information abonde dans ce sens, et je crois que tu as quelques... Oui, j'ai un chiffre, en fait, 40% des collaborateurs sollicités par l'étude de l'OMC déclarent que l'abondance d'informations a amélioré leur productivité au travail. Alors c'est bien sûr dans certains secteurs d'activité comme le divertissement ou les médias que l'information collectée est plus abondante et qu'on en tire un certain nombre de statistiques pour faire ce qu'on appelle du data mining, c'est-à-dire de la prédiction de comportement qui va permettre de mieux anticiper les besoins et de mieux prospecter, relancer et dialoguer avec le consommateur. 6, c'est une meilleure gouvernance des données. On dit que l'entreprise devient data-driven, c'est un terme à la mode, c'est-à-dire qu'on abandonne un petit peu la gouvernance à vue et on va travailler à partir de tableaux de bord, de pilotage. Donc vous voyez ici on a mis la BI, la Business Intelligence, on a mis le référentiel client unique, le CRM, la data quality, tout ce qui va permettre en fait d'agréger l'information pour qu'on soit plus proactif et plus clair dans ses stratégies. D'ailleurs 69% des entreprises françaises certifient avoir modifié ou repensé leur façon d'entreprendre grâce à cette abondance de données. Alors 7, et ça c'est un sujet aussi intéressant, c'est qu'on a une meilleure satisfaction des salariés lorsqu'on maîtrise mieux son information client. Et donc en fait, lorsque les utilisateurs, lorsque les utilisateurs ont confiance dans les données, les informations qui sont mises à leur disposition, notamment dans le cadre du SAV chez Amavis, la confiance est d'autant plus accrue, ils sont beaucoup plus en facilité pour répondre aux attentes et aux sollicitations des clients,
et répondre d'autant mieux à cet exercice toujours délicat du SAV où généralement on est sollicité que lorsque le client est relativement mécontent ou insatisfait. Et donc il est quand même plus sécurisant de savoir qu'on va disposer de tout ce dont on a besoin pour lui répondre et donner satisfaction au client. Donc un client satisfait va expliquer sa satisfaction, ce qui est gratifiant pour le collaborateur. Voilà. Et on rentre ainsi dans un cercle vertueux d'une entreprise gagnante qui va avoir un dynamisme positif, va s'afficher positivement vis-à-vis de ses consommateurs parce que en interne, les processus sont bien huilés et la qualité de réponse aux clients est des meilleures. Alors, comment bien gérer cette information client, parce que c'est quand même aujourd'hui l'enjeu face à cette abondance de data. Eh bien, dans un premier temps, il faut quand même s'appesantir sur le fait d'avoir une information vivante. Pourquoi? Parce que dans le cycle de l'information, on va avoir bien sûr la collecte avec toutes ces problématiques, parce que cette collecte, elle peut être déléguée à l'utilisateur final, mais elle peut être déléguée à un collaborateur qui n'est pas toujours dans les conditions optimum pour la collecter. Donc ça, c'est le premier pan. On va voir comment on peut faciliter cette saisie d'informations et surtout consolider sa qualité de façon à pouvoir la consolider, à pouvoir l'harmoniser, parce que bien sûr, souvent dans l'entreprise coexistent plusieurs systèmes d'information qui ne sont pas homogènes entre eux et qui doivent coexister, qui doivent causer entre eux. Il est nécessaire de s'inscrire dans la durée puisque l'aspect vivant de l'information se matérialise également par le fait qu'on peut changer d'adresse, on peut changer de numéro de téléphone, il y a également ce côté vivant, non pas dans le réceptacle, mais dans le contenu de l'information qu'il convient d'actualiser régulièrement. Tu as raison de le souligner, d'autant que les comportements peuvent évoluer également. On peut, dans un premier temps, parce que on va consommer essentiellement sur Internet, d'une certaine façon, passer ensuite à son smartphone, et donc les comportements évoluent à mesure que l'offre évolue, à la fois l'offre technologique du device, mais également l'offre de l'entreprise. Donc, il faut pouvoir remettre en cause, analyser et donc exploiter. Et d'ailleurs, dans cette exploitation, on retient les termes de partage, on retient les termes d'utiliser, on retient les termes de mise à jour. Tu viens de le souligner, c'est excessivement important. Alors, d'ailleurs, j'étais tombé il y a quelque temps sur cette statistique, combien ont renoncé à un achat à cause d'un formulaire à remplir. Eh bien 49% avouent avoir au moins une fois abandonné dans un tunnel de commande alors qu'ils étaient prêts, ils avaient sélectionné leur article, et c'est parfois un peu long de sélectionner son article. Eh bien c'est dans le tunnel final qu'ils ont abandonné parce qu'il y avait une collecte de données qui était un petit peu contraignante et délicate. Donc, ce qui souligne, c'est la difficulté de collecter l'information qui s'avère plus complexe que ce qu'on peut imaginer dans un premier temps. Alors Guy, quelles données on va collecter, quelles données il faut retrouver dans les systèmes d'information clients? Est-ce qu'on peut les catégoriser? Sur Navis, on a identifié 3 grandes catégories. Les catégories de type, la première catégorie donc de type signalétique, donc qui va concerner la signalétique, l'identité du client ou du prospect. Donc en fonction du monde dans lequel on officie, donc le B2B, le B2C, les notions de raison sociale, d'enseigne, de civilité, nom, prénom, d'adresse postale, d'adresse électronique, de téléphone fixe, mobile, pour la partie signalétique, de date de naissance, pourquoi pas d'ailleurs aussi. Des données à caractère sociodémographique, merci Thierry. Donc des CSP, l'âge, la date de naissance, la taille du foyer, le nombre d'enfants, le type de revenu. Donc là, on va qualifier quelque part, on va qualifier le potentiel de notre client, notre prospect. En fait. Dans le domaine B2B, les notions d'activité, d'effectifs, de tranches de chiffre d'affaires. Et enfin, une troisième catégorie, qui est une notion de comportement, où on va chercher donc le comportement du consommateur, où on va s'intéresser aux aspects consommation réalisée ou aux échanges et aux interactions qui existent entre les différents canaux au sein de l'entreprise. Donc en fait, on va trouver deux grands types aussi d'informations, des informations collectées en interne
et des informations qu'on peut aller chercher d'ailleurs ailleurs, puisque aujourd'hui on a des DMP qui nous permettent d'aller collecter des parcours clients, on a des informations qui permettent d'enrichir, notamment je pense aux études INSEE ou Direction Générale des Impôts, à partir d'un code IRIS, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais donc on peut enrichir ces datas avec des données extérieures. Absolument, notamment la base sirène pour tout ce qui concerne les entreprises. Alors il y a certains secteurs d'activité où la collecte d'informations bien sûr permet de prédire un petit peu plus parce qu'on a beaucoup plus d'informations, notamment dans le secteur financier, bancaire, assurance, puisque là la nature même des contrats permet de collecter tout un tas de choses, l'âge du capital et autres. Voilà, il y a des obligations légales. Voilà, qui nous fournissent de la matière qui peut être exploitée de façon marketing. Bien sûr, tout ce qui est commerce de détail, parce que là, les tickets de caisse peuvent remonter et donc on a un comportement très précis du consommateur. On peut faire des analyses assez importantes sur le contenu finalement du panier. Donc ces secteurs-là, et même des secteurs biologiques, puisque là, il y a de l'information à caractère santé notamment. Alors, quelle méthodologie on va exploiter aujourd'hui pour bien gérer cette information? Donc, en premier lieu, il faut s'intéresser au processus de circulation de l'information dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise avec son consommateur, voire avec ses différents fournisseurs. Donc ces processus sont des processus bien sûr d'administration des ventes, sont des processus divers et variés. Entre autres, je pense au processus également législatif. C'est une partie importante, on en cite juste un mot ici, mais sachez que les obligations CNIL aujourd'hui sont importantes. Il faut avoir un registre CNIL, il faut avoir un CIL, donc un correspondant informatique et liberté. Donc il faut que ce process dans l'entreprise soit parfaitement défini. On va intervenir sur des aspects de technologie, bien évidemment, parce que la technologie, c'est à la fois de la data, donc de la data et derrière de l'information, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et puis, ce sont également des outils, des logiciels, on va y revenir dans quelques instants. Et puis, troisième point, c'est le savoir-faire, c'est le savoir-être de nos collaborateurs dans l'entreprise. Donc, ces trois domaines d'intervention, à la fois les process, à la fois la technologie, à la fois le savoir-faire, le savoir-être des collaborateurs. Et la qualité de l'information et de la bonne gestion de l'information doit absolument passer par ces trois regards qui sont distincts, mais qui sont complémentaires. Donc c'est pour ça qu'on mène d'ailleurs, nous, des audits sur ces trois axes-là, pour pouvoir avoir une qualité de l'information, une bonne exploitation de cette information. Alors quelles sont ces technologies et outils? Alors bien sûr, dans l'entreprise, on va trouver des outils opérationnels qui doivent être tournés, orientés vers l'utilisateur pour qu'ils soient correctement utilisés. Alors, orienté utilisateur, bien évidemment, avec toujours en second plan la connaissance et la relation client qui sont les atouts de ces différents outils. Le CRM, donc ça pour les vendeurs, pour la partie commerciale, la DMP, le marketing automation pour toute la partie relation avec le web et la gestion des campagnes multi et cross-canal. Voilà, toute la partie marketing. La partie web, e-commerce, bien évidemment. Vous voyez qu'on a ici, et toute la partie, on n'oublie pas, toute la partie administration de l'entreprise qui fournit également de l'information sur le client. Il y a un autre guide, il y a un autre point derrière, qui est celui du référentiel client unique. Voilà. La nécessité de stocker dans un endroit unique tous les éléments relatifs à un client et de ne pas avoir une perception découpée ou parcellaire en silo. En fait, en silo. Voilà, on oublie cette voilà. Si je finir par le dire. Donc plutôt que d'avoir uniquement la vision CRM, la vision DMP, la vision ERP, on va avoir ici, grâce au RCU, grâce au référentiel client unique, une vision agrégée avec toutes les problématiques que ça comporte d'agréger cette vision unique. Et puis, on a pour ça des outils spécifiques. On parle de DQM, Data Quality Management, d'ETL pour extraire, transformer les données, et de Master Data Management qui va permettre de garantir la qualité de l'information au travers d'un certain nombre de process de consolidation dans lesquels s'inscrit bien sûr la Data Quality. Alors, tu vas nous parler maintenant, Guy, de quelques aspects de fiabilisation d'une base de données. On vous a listé, Thierry va vous les
on s'est attaché à vous lister les principales maladies dont souffrent les bases de données et que la qualité de données s'attache à réduire, minimiser, ne répond pas, on ne parvient pas à le faire disparaître à 100%. Donc un des premiers problèmes consiste les aspects de déménagement. On trouve à peu près 12% de déménagement, pas de déménagement, c'est-à-dire d'anciennes adresses de personnes qui ont déménagé. Problématique également liée à la normalisation des adresses postales. 20% de mauvaises adresses dans une base de données. Problématique de début qui découle de ces deux points précédents, une incapacité à identifier de façon unique le client, donc 5% de doublons. Je crains que tu aies minimisé ce pourcentage. C'est un chiffre intéressant. On peut demander si dans la salle, il y a des gens, vous pouvez nous répondre par le chat, est-ce qu'il y a des gens qui ont constaté plus de 5% de doublons, alors soit chez leurs clients, soit en interne. Je sais que c'est un chiffre moyen, hein, on a constaté beaucoup plus, on a même quelques amis marocains dans la salle, on a constaté des chiffres plus élevés, beaucoup plus élevés. Bon, personne veut donner l'état de sa base, vous restez anonyme hein, de toute façon. C'est dommage parce qu'on vous aurait incité à nous contacter à l'issue du webinaire. 2,8%, c'est très bien. Trop honte, d'accord? Si Thierry F, vous pouvez nous appeler après, on pourrait faire quelque chose pour lui. Alors merci, ça, voilà, Hervé nous dit, il n'a plus de doublons depuis qu'il utilise Amadéduc. Alors il doit l'utiliser relativement régulièrement parce qu'on se rend compte que c'est tout de même difficile, c'est pas toujours évident de caler des processus qui permettent d'éviter des doublons parce que on peut laisser à monsieur le soin de créer son compte alors que madame a déjà un compte, ils sont paxés, ils n'ont pas le même nom de famille, ils écrivent pas tout à fait ils n'utilisent pas la même adresse email, bien évidemment, ils mettent leur téléphone portable, ils n'ont pas le même. Donc on n'a pas forcément tous les éléments qui vont nous permettre de rapprocher ces comptes. Et c'est pour ça que des fois on peut écrire finalement à un prospect, alors qu'on le considère comme un prospect, alors que par ailleurs il est client. Et ça c'est du vécu. Donc on a un discours qui va être à ce niveau-là incohérent en termes de marketing en lui disant cher monsieur prospect, pour que tu viennes chez nous, je t'offre 20% de remise, alors que on va dire au client, comme tu es un bon client, on te fait moins 15% de remise. Donc ce sont un peu les limites de l'exercice, on ne peut identifier des doublons que sur la base d'informations plus ou moins identiques. Voilà. Donc semblables. Non, mais, donc c'est un exercice délicat, mais néanmoins qu'il faut mettre en œuvre systématiquement pour être le plus cohérent possible dans sa communication et dans son analyse de clientèle. Absolument. Deux derniers points, Thierry. Un taux de plis de PND, donc de plis non distribués, qui augmente s'il n'y a pas un entretien régulier ou si les données ne sont pas contrôlées dès la saisie. Et enfin, un taux de sirétisation qui est assez faible dans le domaine du B2B. Donc la sirétisation étant l'arme absolue pour identifier les doublons au niveau des entreprises. Alors pour ça, Guy, on a des solutions sur notamment l'identité de la personne. Donc la capacité à aller extraire justement d'une information la data, donc arriver à séparer les notions de titre, de nom, de prénom, pour pouvoir personnaliser, pour pouvoir affiner justement ces process de doublonnage et identifier, donc avoir une perception unique du client, qui accélère si tu veux. Les aspects de normalisation postale, du géocodage ou de la géolocalisation, donc la capacité à affecter, Thierry abordait le sujet précédemment, donc un code iris qui permet d'accéder dans un deuxième temps à des données à caractère socio-démographique auprès de l'INSEE ou à définir des zones de chalandise à partir de cette information. De la géolocalisation, donc pouvoir positionner, affecter une adresse postale, des coordonnées GPS et donc positionner ses clients ou ses prospects sur une carte. Dédoublonnage des duplications, on a abordé le sujet précédemment. Validation, valider les adresses email, valider les téléphones fixes ou mobiles. Je voudrais cliquer s'il te plaît. Et enfin, je ne suis pas en classe. Et enfin, les aspects sirétisation dont on a parlé, donc avoir la capacité à éventuellement d'ailleurs, c'est aussi valable pour le téléphone,
pré-remplir son formulaire à partir du SIRET ou du SIREN, et donc gagner un temps non négligeable sur la collecte d'informations. Alors ces solutions, Guy, on les a en traitement ponctuel ou récurrent en batch, parce qu'il faut à la fois traiter, bien sûr, en automatique ou en prestation ponctuelle, mais de façon curative, et puis il faut traiter également en façon préventive, parce que c'est dans les échanges transactionnels, au travers de différents systèmes, au travers des différents utilisateurs des systèmes, que ce soit en interne ou que ce soit les utilisateurs eux-mêmes, pour que l'information qui est collectée selon les différents parcours du client puisse être là aussi... Il est beaucoup plus facile, si on a le client en ligne, je dirais, donc de lui demander de valider, de confirmer ou de corriger une information qu'il fournit, qu'une fois qu'il n'est plus en face de l'application ou en mode batch, notamment sur les parties normalisation de l'adresse postale, si nos solutions sont à même de proposer des choix de voies ou de communes, il est bon d'avoir la personne qui habite réellement là pour lever l'ambiguïté. Alors Guy, on parle beaucoup d'adresse postale parce que ça nous amène à... Elle est déterminante cette adresse, et quelle adresse est déterminante? Parce que de plus en plus, bien sûr, on parle d'adresse de réseau social, mais cette adresse, elle n'est pas forcément unique, puisque sur un même réseau social, on peut s'inscrire 2 fois pour différentes raisons. On a l'adresse email qui est bien sûr volatile, elle est multiple également. On a l'adresse téléphonique qui change aussi de façon régulière, qui est multiple également. Et puis on a cette adresse postale, et là elle est un peu plus fixe. Pourquoi? Parce qu'on déménage quand même moins souvent d'habitat qu'on ne change d'adresse. Tout à fait, Thierry. En fait, l'adresse postale qui peut paraître ringardisée il y a quelques temps, en fait se retrouve d'actualité, puisque c'est un des éléments qui sont relativement constants dans le temps. Donc même si elle n'est pas exploitée comme vecteur de communication, on va l'utiliser lors de la constitution notamment des référentiels clients uniques comme critère de rapprochement, et on va s'appuyer sur l'email, le téléphone en éléments complémentaires. Donc, tout le monde a une adresse postale. De plus en plus, il y a encore des personnes qui n'ont pas d'adresse mail. Tout le monde n'a pas forcément un téléphone fixe, même si certains en ont plusieurs. L'adresse postale, tout le monde en a une, c'est quelque chose qui est beaucoup plus stable dans le temps, et donc sur lequel on s'appuie beaucoup. Alors, on fait une distinction ici de postal et géographique, parce qu'on va y revenir juste après. La partie géographique est moins complète que la partie postale, et elle nous permet de faire de l'hérigisation, comme tu l'évoquais tout à l'heure, ou du géocodage, et on va voir que la distinction entre les deux. Alors, fiabilité, pérennité de cette information, bien sûr, et tu viens de l'évoquer, l'unicité. Alors, comment se présente une adresse du particulier? Pourquoi est-ce qu'on rentre là-dedans un tout petit peu pour montrer la complexité des rapprochements, comme tu l'évoquais à l'instant, et la façon dont il faut correctement mettre ces champs-là dans la base de données. Thierry fait signe qu'il faut que j'accélère, donc on va considérer que ce slide et le suivant sont juste là pour vous montrer la volumétrie d'informations susceptibles d'être portées par une adresse postale. Donc très complète, très riche, et donc très difficile à normaliser. Alors la différence entre le postal et le géographique, on peut dire ici le postal, ça serait de compléter l'information géographique qui est au niveau de la voie, 25 rue de l'église, par les caractéristiques de l'appartement, de l'entrée de la résidence et du bâtiment. D'accord, c'est ce que tu appelles postal. Voilà, c'est ce que j'appelle postal, c'est un petit peu plus précis. Voilà. Alors, le dédoublonnage maintenant, Guy, ici on va voir qu'on a 2 enregistrements qu'on a pu rapprocher alors que les informations étaient de nature sensiblement différente. Mais l'objectif est d'être capable, dans ce type d'exercice, de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes, telles que la présence de minuscules ou de majuscules, la permutation, les dyslexies. On va avoir un exemple quelque part au niveau où on n'a pas de dyslexie. J'ai pas de dyslexie, non, c'est pas grave, considérons que le clair, le E et le L ont été inversés, vous verrez une dyslexie. Tout ce qui est erreur de frappe, tout ce qui est format différent, donc au niveau des numéros de téléphone, on voit qu'on a un format ou un pseudo-format international et un format français, donc avoir la capacité à rapprocher ces 2 informations. Et enfin des dates qui peuvent être exprimées sous des formats différents, avec des séparateurs différents, voire la présence ou pas du siècle.
Alors j'ai quelques petites vidéos à vous proposer pour vous montrer comment on peut simplifier en temps réel une saisie aujourd'hui au travers d'outils interactifs, notamment avec ici une saisie prédictive pardon, où on va mettre 39 Estagne et on est sur le 39 rue d'Estagnas à Biarritz, voilà. Et là on peut avoir derrière des bâtiments qui arrivent en complément parce qu'il y a une résidence au 39 rue de l'Estagnas, voilà. Donc cette saisie prédictive va permettre sur une seule ligne une saisie qui permet une autocomplétion et qui va suggérer donc des voies pour éviter d'avoir à taper la totalité de l'information. Ici, si on met 1221 Fabregas, il trouve le lotissement de la Bergerie et l'outil analyse d'un point de vue postal le complément de distribution, la voie et la commune. Voilà. Donc j'aurais pu saisir la Bergerie au niveau du... Voilà, il me présente le lotissement de la Bergerie. Donc l'idée ici, c'est de simplifier la saisie et de garantir la qualité de l'information, que ce soit pour un internaute client ou que ce soit pour un collaborateur dans l'entreprise. Autre aspect, c'est l'aspect géographique. On va voir ici qu'en saisissant d'une façon un petit peu différente que précédemment sur un pavé déstructuré sur lequel je mets que partiellement des mots, j'obtiens la latitude, la longitude, donc qui sont les coordonnées WGS 84, l'iris qui me permet de situer l'adresse et donc d'obtenir derrière des compléments d'information sur tout ce qui est des études INSEE et DGI, et puis le Lambert 2 XY qui sont des informations plus spécifiques à la France. Autre la transcription en fait du WGS 84, c'est une autre codification. Merci de cette précision. Donc Sirétisation aujourd'hui, alors en partenariat avec l'entreprise Elisphère, on a monté un service web interactif qui permet de rapprocher les entreprises par un numéro SIRET. Voilà, ça arrive. Les entreprises, soit par un numéro SIRET, soit par un nom et tout ou partie de son adresse. Recherche par la raison sociale Amabis. Voilà. Ici au niveau France, j'ai un seul Amabis et donc je vais parmi la liste de choix sélectionner celle qui m'intéresse et j'obtiens un certain nombre d'informations traditionnelles avec le code NAF, l'adresse, le téléphone, l'effectif, le nombre d'employés, j'allais dire l'effectif, le nombre d'employés, de salariés, que ce soit sur le siège et l'établissement, et puis le nom du principal dirigeant. Alors, je peux également... La deuxième recherche consiste en une sirétisation inverse, c'est-à-dire quand... Autre possibilité, c'est de faire une sirétisation inverse de la fiche et d'obtenir immédiatement l'information par le SIRET. Ça peut être utile dans un formulaire de commande de type B2B. Voilà. On va pouvoir passer... Troisième illustration de recherche avec... ici, on va mettre un acronyme. Et on cherche EDF dans le 75016 et on va avoir bien sûr un certain nombre de sociétés. On a EDF-OI, EDF-IC et bien sûr on va avoir tous les électricités de France qui nous permettent de sélectionner l'entreprise en fonction du sigle et de son adresse. EDF est perçu comme étant le début de la raison sociale ou le sigle constitué à partir des différents mots de la raison sociale. Dernier exemple, dernière illustration de la simplicité, enfin de la simplification de la saisie pour garantir, c'est celui de la saisie d'une adresse email, où là on va en temps réel contrôler si le nom de domaine existe et on a la possibilité de le valider le cas échéant en fonction de ce qu'on va détecter, est-ce que le nom de domaine existe ou pas, et de le rapprocher d'une table qui existe notamment pour les noms de domaine grand public. On va voir ici gmail.com. Gmail.com n'existe pas. Le système détecte qu'il n'existe pas et le rapproche d'une table où la probabilité statistique d'apparition et l'aspect rapprochement orthographique fait qu'on a choisi Gmail plutôt que autre chose. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner pour certains providers qui l'autorisent
le fait que ici mon user vfrontier existe ou non dans le domaine gmail.com. Voilà. Je reviens à notre diaporama, Guy, pour vous dire, donc on a vu ici ces diaporamas. On va parler rapidement de quelques aspects budgétaires. Oui, l'idée est de vous montrer la différence qui existe entre le coût conséquent de l'acquisition d'un lead et la modicité du coût de la qualité de données, qui est un élément prépondérant puisque toutes les études qui vont être réalisées derrière vont dépendre de la qualité de l'information sur laquelle ces études vont porter. Donc on a un rapport qui est de moins de 2% du coût d'acquisition d'un lead qu'on consacre à la qualité de données, ce qui est vraiment peu et qui justifie pleinement la mise en place de ce type de bonnes pratiques. Alors, quelques citations de certains de nos clients. On a gagné ici aux éditions Francis Lefebvre, qui est quand même le numéro 1 en France, le numéro 2 en Europe et le numéro 4 dans le monde sur l'aspect de l'information juridique et fiscale. 57% d'un opérateur fichier par l'automatisation de recherche et de validation téléphonique. Les conserveries de la Belle-Îloise utilisent nos systèmes pour pouvoir en magasin, donc lorsqu'il y a des crêtes en magasin, valider les cartes de fidélité ou valider l'entrée de la personne dans le système ERP, et donc on facilite son passage en caisse avec une gestion plus souple de son adresse, de la saisie de ses coordonnées. Chez Gamme Vert, il y avait deux objectifs dans le groupe. Il y avait celui de créer un référentiel client unique et donc d'asseoir une adresse de qualité, et celui de faciliter la livraison sur les usages, pas sur la partie e-commerce, parce qu'on a éliminé 99% des adresses avant le départ de la camionnette de livraison. Des adresses incorrectes. Des adresses incorrectes, effectivement. Donc ici, chez Viapress, il s'agissait aussi de simplifier la partie saisie et de raccourcir le cycle de mise en vente sur les abonnements presse. Alors, une petite étude sur des opérations marketing traditionnelles nous montre que si on a ici, vous voyez, sur le premier... la première partie, un rendement de 33%, un ROI de 33% sur une opération où en termes de doublon individu et doublon foyer, on n'a pas de doublon. Si on reprend les mêmes critères mais avec 4% de doublons ici et 11% ici au niveau du foyer, puisqu'on a l'homme et la femme, alors qu'ici on va avoir uniquement des doublons sur homme ou femme, eh bien on a un manque à gagner qui est quand même représentatif, puisque le ROI chute, et vous voyez, on a 26 750 € ici de manque à gagner sur les 200 000 qu'on avait par rapport à l'opération telle qu'elle serait avec un fichier parfait. Donc, ceci encore pour signifier qu'à partir du moment où les flux se multiplient, on a absolument besoin de les agréger et de valider cette information. Alors, en synthèse, Guy, les bénéfices de cette qualité de données pour attendre sont des gains en performance commerciale, que ce soit en termes de coût ou en termes d'efficacité, des gains de productivité et d'agilité, comme on a vu précédemment, une optimisation de la connaissance du client, afin d'améliorer les ciblages et la relation elle-même entre client et fournisseur, une optimisation des campagnes marketing, de façon à obtenir, comme Cyril vient juste de vous montrer, un meilleur rendement, une amélioration de la qualité de service, une optimisation du parcours client, et enfin, moi aussi je fatigue, un gain en image de marque. Alors, quelques petits mots sur Amabis pour conclure et vous laisser la place à quelques questions. Amabis, c'est à la fois un prestataire et un éditeur de solutions sur la partie qualité de données, donc conseil, audit, diagnostic, bien évidemment, prestations correctives et préventives, solutions logicielles et ou services, donc là une panoplie complète sur cet aspect-là. Et puis, bien sûr, on infogère des bases CRM marketing avec une BU CRM et BI
pour faire donc de l'intelligence de la data, faire du data marketing, data management, CRM et campagne marketing, et puis des analyses descriptives et prédictives du parcours client pour pouvoir mieux gérer. Alors quelques références pour conclure. On est pas mal présent bien sûr dans les secteurs importants qui manipulent de l'information, notamment bancaire, la banque, l'assurance, les mutuelles, les retraites, mais également dans le retail. On a aussi beaucoup dans le secteur de l'informatique, un guide de confrères d'ailleurs qui utilisent des prestations. Qui utilisent nos prestations en sous-traitance. Oui. Voilà. L'avantage de la qualité de données en fait est nécessaire dans tous les secteurs d'activité. Il n'y en a pas un qui est privilégié par rapport aux autres. Donc nous exerçons, comme le montrent ces quelques références, dans tous les secteurs d'activité, qui vont de l'assurance aux moyens de transport en passant par la grande distribution. Voilà. Alors avant de passer à la séance de questions-réponses, on a un prochain webinaire sur les 5 raisons de placer le CRM au centre de sa performance d'entreprise. C'est le 1er décembre. Donc vous retrouverez sur la plateforme Webikeo et au travers de notre chaîne Webikeo les différents webinaires. Donc le prochain c'est le 1er décembre. Voilà. Pourquoi choisir Amabis au lieu de Salesforce, OCI, Celsi, etc. Parce qu'on a en fait, on a un périmètre fonctionnel quasi identique, avec des coûts qui sont 5 à 10 fois moins chers. Alors dans le périmètre identique, quasi identique, j'ajouterais quand même quelque chose d'important, c'est qu'on a intégré des choses qui sont aussi notre cœur de métier, qui sont la data quality, à la fois interactive et batch. Donc on a les solutions à la fois pour faire l'exploitation via du marketing ou des commerciaux, mais avec toute cette plus-value sur la qualité de données qu'on vient d'évoquer ici pour agréger de façon plus... La diapo 40. Alors la diapo 40. Voilà. C'est celle-ci. Alors la diapo 40, c'est avant, c'était là. Là, je suis à la 39. Celle-ci, peut-être. Vincent. Est-ce que je suis sur la bonne diapo? Non, avant celle-ci. Celle-ci. Là, je suis à la 38. On est peut-être passé un petit peu vite. Bon, ceci dit, vous allez retrouver ce diaporama en ligne. Mais la 40, c'est une page de garde. Alors la 40, je fais... Voilà, la 40, c'est celle-ci. C'est ça la 40. Bon, vous aurez le diaporama, Vincent, on va vous l'envoyer. Ça sera plus simple. À moins que vous vouliez poser une question sur le... On vous l'envoie. Très bien. Alors moi, je voudrais dire à Thierry F de mémoire, il n'y a pas de honte à avoir, on a forcément vu pire que ce qu'il a. D'autres questions? Ce séminaire, ce webinaire se termine. Alors Julien nous envoie un message. Oui, alors le diaporama va être mis en ligne, mais on va vous l'envoyer en particulier. Julien, tu valides? Alors Julien vous a mis un lien là, HTTP on CRM Prod 3. En cliquant sur ce lien, vous accéderez à un formulaire de demande. Voilà, donc Julien a pris, Julien Bénac, on le cite, on a les noms. Voilà, Julien a pris vos coordonnées à François et à Vincent. Donc pour tous les deux en particulier, je vous le rappelle, le 1er décembre à 11h15,
dans cette même salle, sur la plateforme Webikeo, vous pourrez nous... C'est plutôt un objectif, non? Voilà, tu es célèbre, Julien, maintenant. Julien B, c'est Julien Bénac. Voilà, donc rendez-vous le 1er décembre. Entre-temps, François, Vincent, Julien rentrent en contact avec vous. Les autres, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur www.amadis.com ou nous contacter directement. Ce webinaire s'achève. Merci à tous. S'il n'y a plus de questions, merci à tous de votre attention. Et rendez-vous le 1er décembre. À bientôt, merci. Merci, à bientôt. Au revoir.